Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle conférence Politeia, l'Université populaire des savoirs politiques, en direct de la médiathèque Marguerite Duras à Paris. Vous pourrez aussi écouter nos conférences sur YouTube et en podcast. Alors cette saison, on vous a proposé de nous consacrer à la présidentielle 2022, donc qui est maintenant passée. Donc tout au long de l'année, on a pu se poser un peu les questions liées à la présidentielle et proposer des décryptages sur l'élection. Alors maintenant, l'élection est passée. Emmanuel Macron a été réélu. Enfin, je pense que vous êtes au courant. Et donc, on peut tenter d'analyser les résultats du vote, en particulier le taux de participation et le taux d'abstention. Alors certes, l'élection a davantage mobilisé que ce qui avait été annoncé. Il n'en reste pas moins que près d'un quart des électeurs, plus d'un quart des électeurs, 26% au premier tour et 28% au second tour, ne se sont pas déplacés pour aller voter. L'abstention est donc un phénomène central dans nos démocraties contemporaines et elle est en constante augmentation. Alors, l'élection présidentielle est celle qui enregistre le plus haut taux de participation. Néanmoins, le haut niveau d'abstention interroge, peut même mettre en question la légitimité des élections. Alors, comment expliquer cette défiance croissante des citoyens envers le vote ? Comment enrayer le phénomène de l'abstention, qui est aujourd'hui, si l'on peut dire, le premier parti de France ? Faut-il prendre en compte le vote blanc ou bien rendre le vote obligatoire ? Ou alors, faut-il totalement refonder notre système politique pour renouer avec les citoyens ? Autrement dit, notre démocratie est-elle malade de l'abstention ? Pour répondre à cette question, nous sommes ravis de recevoir Céline Braconnier, qui est politiste, directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Céline Braconnier est spécialiste de la participation électorale. Elle a notamment coécrit l'ouvrage « La démocratie de l'abstention », ainsi que l'ouvrage « Les inaudibles » sur la sociologie des précaires avec Nona Mayer, qu'on avait eu l'honneur de recevoir à Politeia. Bonjour Céline Braconnier, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Je vous laisse Très maintenant. heureuse d'être là. Merci beaucoup de m'accueillir. Donc, je suis très heureuse de parler, d'évoquer avec vous ce sujet de l'abstention. Mon intervention qui avait été prévue donc, avant le déroulement de la présidentielle avait pour questionnement l'abstention est-elle la grande gagnante de la présidentielle de 2022 ? Et pour cadrer mon intervention, je voudrais commencer par initier une réponse un peu en décalage par rapport à ce que je dis habituellement, et y compris par rapport au cadrage qui vient de vous être fait. J'ai envie de vous dire que pour la première fois depuis 5 ans, depuis le printemps 2017, il y a largement plus d'un citoyen sur deux qui s'est déplacé vers les urnes à l'occasion des scrutins du 10 et du 24 avril. 74% au premier tour et 72% au deuxième tour si on arrondit les chiffres. Et même si on tient compte de la non-inscription, qui, à ce jour, nous conduit à enlever 5 points de participation, notamment quand on cherche à comparer avec d'autres pays qui calculent un peu différemment de nous la participation électorale, on arrive à un chiffre qui reste supérieur à celui de la participation enregistrée à la dernière présidentielle américaine, qui pourtant a été un record absolu de participation dans l'histoire des États-Unis, puisqu'on n'avait jamais voté en 2020 depuis 1900. 66,9% des citoyens américains ont participé à la présidentielle de 2020 et c'était un record historique, non seulement en pourcentage de participation, mais aussi en nombre de voix. Et c'était valable aussi bien pour le vainqueur que pour le vaincu, puisque Donald Trump a remporté plus de suffrages que ne l'avait fait Barack Obama en gagnant la présidentielle de 2008. Donc, ça permet de relativiser un tout petit peu le prisme d'analyse qu'on déploie depuis notamment quelques années, avec raison évidemment, je reviendrai sur ce fait-là, mais ça permet de relativiser un tout petit peu les discours très dramatisants sur l'abstention et l'indicateur que ça
constituerait d'une rupture avec le vote ou avec la civilisation électorale. On n'est pas dans cette situation, puisque notre élection présidentielle continue de mobiliser une majorité d'électeurs. C'est d'autant plus visible cette année que, comme ça a été rappelé dans l'introduction, on s'attendait à enregistrer une abstention plus importante, puisque finalement, au cours des 5 dernières années, les records historiques d'abstention pour les scrutins intermédiaires se sont cumulés, se sont multipliés. On se posait la question de savoir si finalement la présidentielle allait continuer de jouer ce rôle de remobilisation qu'elle continue de jouer jusque-là. On anticipait le fait que la présidentielle allait être atteinte très largement, beaucoup plus largement qu'elle ne l'a été par la démobilisation qui atteint tous les autres scrutins. Et au regard de cette attente, très alimentée par les médias, parce que tout ce qui est record historique, dramatisation, ça suscite l'intérêt des médias. Donc, on n'a pas atteint le niveau d'abstention auquel on pouvait s'attendre, alors même que les indicateurs, indépendamment de ceux mis en avant par les médias, des indicateurs très, très fiables, nous laissaient bien observer la distance des citoyens particulière à l'égard de cette campagne. L'intérêt était moins fort que pour la campagne de 2017, où déjà l'intérêt mesuré par un certain nombre d'enquêtes d'opinion était moins fort que lors des présidentielles précédentes. La certitude d'aller voter aussi a été est restée dans les enquêtes des sondeurs moins forte à quelques jours du scrutin que ce qu'on avait l'habitude d'enregistrer lors des présidentielles précédentes. Et c'est vrai pour le premier tour et c'est resté vrai entre les deux tours. On a aussi eu une dynamique de réinscription sur les listes électorales qui n'était pas non plus très positive. Et ça s'explique par un facteur matériel et conjoncturel très, très facile à observer, c'est le fait que la clôture des listes électorales a eu lieu 2-3 jours après la déclaration de guerre de la Russie à l'Ukraine, 2-3 jours après l'invasion de l'Ukraine, et évidemment, ce qui habituellement donne lieu à une petite médiatisation et donc à un petit mouvement d'incitation à aller s'inscrire à quelques jours avant la clôture des urnes n'a pas eu lieu cette année. Donc sur tous les plans, on avait des éléments qui nous laissaient penser qu'en effet, on pouvait s'attendre à enregistrer une abstention beaucoup plus forte que celle qu'on a enregistrée finalement cette année. Et ça me permet immédiatement de souligner à quel point le taux de participation se joue, en tout cas pour une présidentielle, on y reviendra, sur l'offre électorale, sur l'enjeu politique de l'élection. Il est évident que les sondages, dont on peut par ailleurs critiquer l'omniprésence dans cette campagne, les sondages ont joué un rôle de remobilisation très important en mettant en scène quelques jours avant les scrutins un suspense, enfin une sorte de l'enjeu. En fait, on remis de l'enjeu dans ce qui n'en avait plus tellement, du sens politique dans ce qui n'en avait plus tellement, dès lors que pendant plusieurs mois, finalement, les deux gagnants étaient déjà désignés, les deux gagnantes du premier tour étaient déjà désignés, ce qui a évidemment pour effet de démobiliser une partie de l'électorat. Et moins on est politisé, plus on a besoin de comprendre que ça a un sens si on vous demande d'aller voter. Et le fait de, quelques jours avant le premier tour, le fait de voir dans les sondages les courbes évoluer, et d'imaginer comme possible une deuxième place qui n'était plus jouée d'avance, comme c'était le cas depuis plusieurs mois, a évidemment joué un rôle remobilisateur. Et même si on est assez peu encore outillé en termes de mesures
solide et consolidé là, pour expliquer le phénomène de participation. L'INSEE est en train de travailler avec ses agents sur les listes d'émargement et il faut attendre les données d'INSEE pour avoir une analyse très, très fouillée de ce qui s'est passé. Mais la simple géographie électorale, regardez de façon globale, suffit à émettre des hypothèses qui seront sans doute vérifiées par les données INSEE, puisqu'on a vu que dans les territoires où l'abstention est traditionnellement très forte, elle est restée très forte. Les records d'abstention ont été battus dans les territoires où ils sont tout le temps battus, à savoir notamment dans les quartiers populaires des grandes villes. On a battu le record d'abstention à Vaux-en-Velin, à Sarcelles, à Saint-Denis, là où c'est toujours le cas, à Roubaix, là où c'est toujours le cas. Mais dans ces territoires-là, et on y reviendra, le niveau d'abstention a été moins élevé que ce à quoi on pouvait s'attendre, et surtout l'écart à la participation nationale a été moins fort que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et c'est ça qui nous indique que c'est bien l'offre politique qui joue un rôle de mobilisation jusqu'au dernier moment. Le taux de participation, il faut bien avoir ça en tête pour comprendre la difficulté qu'ont les sondeurs, notamment à prévoir le taux de participation. C'est que, par définition, une campagne électorale, ça peut produire des effets jusqu'au dernier moment. Et d'autant plus que la certitude d'aller voter est moins forte, et que les gens ne savent pas trop, ne comprennent pas trop, saisissent pas trop les enjeux. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer quelques jours avant l'issue du scrutin. Alors, l'enquête INSEE, en plus, pour poursuivre sur cette relativisation, disons, de l'ampleur de l'abstention à partir de cette présidentielle, l'enquête de l'INSEE à laquelle les agents sont en train de travailler et à laquelle je suis associée avec certains chercheurs, montrera sans doute qu'en rentrant dans le détail, vous savez que l'avantage de l'enquête INSEE, c'est que c'est la seule enquête nationale qui repose sur une analyse de la participation à partir des listes d'émargement et non pas à partir de déclarations. Donc, et en plus et surtout, j'ai envie de dire, la collecte des listes se fait sur un échantillon national représentatif de 40 000 inscrits. Et la taille de cet échantillon permet évidemment de faire des analyses extrêmement fines. D'autant plus que l'INSEE, et c'est tout l'intérêt, croise sa collecte des données d'émargement avec les données fiscales ou tout un tas de données auxquelles seul l'INSEE a accès, les données du recensement, et nous permet donc de mener ensuite des analyses très solides et très précises pour expliquer les phénomènes de participation et d'abstention. Et j'insiste là-dessus, parce que ça explique que des analyses très différenciées puissent parfois être proposées au public par des chercheurs et par des sondeurs, selon qu'ils s'appuient sur des données de participation réelles ou des données déclarées, qui sont celles à travers lesquelles analysent les sondeurs. Alors, ces données INSEE nous permettront sans doute de neutraliser, par exemple, ce que j'ai fait avec Jean-Yves Dormagent pour 2017 et qui s'est révélé assez intéressant, neutraliser l'effet de la qualité de l'inscription. Et nous permettront sans doute de montrer cette année comme en 2017 que si on neutralise la malinscription pour ne tenir compte de la participation que des personnes qui sont inscrites à côté de là où elles résident effectivement, alors la participation est plus élevée que celle à la présidentielle, que celle qu'on enregistre officiellement. En 2017, 90% en fait, des gens ont participé à l'élection présidentielle. Quand on neutralise la malinscription, donc on ne tient compte que des gens qui peuvent voter facilement, et également quand on tient compte du taux de renouvellement entre le premier et le deuxième tour, dont on sait déjà quand on regarde, là on attend les données nationales, mais quand on regarde sur quelques territoires particuliers,
le premier et le deuxième tour, quand on va regarder les listes d'émargement, on sait déjà qu'on aura un renouvellement d'environ 10% du corps électoral. C'est classique pour une présidentielle. Et donc, quand on cumule le renouvellement du corps électoral et la situation d'inscription, on aboutit à des chiffres qui devraient être assez proches de ceux de 2017, soit une participation qui concerne en fait 9 inscrits sur 10. Tout ça pour vous dire que, et c'est volontaire, je commence donc par relativiser vraiment ce qu'on peut dire sur l'abstention. Alors, ce n'est pas pour vous dire que c'est parfait, on n'est pas dans le cas d'une démocratie malade de sa participation, mais c'est pour souligner le fait que la présidentielle continue d'être exceptionnelle dans notre démocratie par sa capacité à mobiliser, et il faut essayer de comprendre pourquoi. Par ailleurs, le fait d'avoir ça en tête, ça a des conséquences sur la manière dont on analyse l'abstention. Parce que vous dire ce que je vous ai dit en introduction, c'est une manière de vous dire que les abstentionnistes des élections intermédiaires sont des votants de la présidentielle pour la plupart d'entre eux. Donc le discours qui consiste à dire qu'il y a une rupture avec le vote ne tient pas à l'aune de l'analyse de la participation objective. Ça signifie que les citoyens qui vous disent, et ils le pensent évidemment, qu'ils n'y croient plus, qu'ils ne veulent plus y aller, que la prochaine fois ils n'iront plus, qu'ils ont une très forte défiance à l'égard des institutions. On ne peut pas en douter, c'est ce qu'ils nous disent, c'est ce qu'ils déclarent, aussi bien aux sondeurs qu'aux enquêteurs, qu'aux scientifiques quand on fait des enquêtes qualitatives. Donc c'est une réalité. Cette réalité, elle n'est pas incompatible avec la capacité de la présidentielle sur de la conjoncture, de façon conjoncturelle, parfois 2-3 jours avant le jour J, de remobiliser la population, parce que ceux-mêmes qui vous disent qu'ils n'iront plus et qui finissent par y aller, finalement, ils sont toujours prêts à se dire non, mais en fait, j'essaye encore une dernière fois et on y va. Une campagne de qualité, une campagne de forte intensité et une campagne qui remobilise, c'est une campagne qui redonne espoir, tout simplement, et qui est capable de faire voter une partie de la population qui, pourtant, peut être très sceptique, très dubitative, très désenchantée. Et ça se traduit notamment dans le fait que lorsqu'on regarde les séquences électorales précédentes, la proportion d'électeurs qui ne votent pas du tout reste très minoritaire. En 2017, ceux qui n'ont pas du tout voté, sans tenir compte de la situation de la malinscription, ceux qui n'ont voté ni à la présidentielle ni aux législatives, ça représente à peu près 15% des inscrits. En revanche, la moitié des électeurs ont une participation intermittente, qu'elles n'aient voté qu'à la présidentielle ou qu'elles aient voté à un tour de la présidentielle, à un tour des législatives. Les configurations sont assez variées, mais de plus en plus de citoyens ne votent qu'à la présidentielle. Et un tiers seulement, c'était la moitié il n'y a pas si longtemps que ça, un tiers seulement d'électeurs ont voté aux 4 tours en 2017. Alors, dans ce contexte-là, j'ai envie de vous dire, dans ce contexte-là, marqué par un désenchantement très fort, par une participation de plus en plus intermittente, ce qui fait que cette défiance et ce désenchantement dont on parle, il se traduit quand même par une distance de plus en plus grande, mais qui n'est pas une rupture du fait de cette participation ponctuelle à la présidentielle. Il n'empêche que ce qui peut étonner en France, et là on retourne complètement l'analyse, ce qui peut étonner en France, c'est même la façon dont cette élection présidentielle est capable de faire voter des gens qui n'y croient plus beaucoup, qui sont très sceptiques, qui sont très désenchantés et qui étayent cette perception qu'ils ont. Ça nous amène, ça va nous amener à essayer de mettre en valeur aussi, finalement,
à rendre moins étanche la frontière qu'on fait entre abstention et participation. D'abord parce que je vous ai dit que les abstentionnistes étaient aussi des votants de la présidentielle. Donc ce sont les mêmes individus avec les mêmes caractéristiques sociales et politiques qui parfois votent et puis la plupart du temps ne votent pas. Et ça va aussi amener à fluidifier la frontière entre le vote et la participation, y compris du point de vue de ce que ça dit du rapport à la politique, parce que lorsqu'on fait des sorties d'urnes, des enquêtes à la sortie des urnes, à l'occasion de scrutins, par exemple, où l'abstention est très élevée, comme ça a été le cas en 2021 au régional et départemental, ce qu'on enregistre auprès des votants, c'est du vote désenchanté, qui, du point de vue de la démocratie, n'est pas tellement plus réconfortant que l'abstention. Comment expliquer que chez certains citoyens, le désenchantement, le scepticisme, la défiance à l'égard des institutions se traduisent par de l'abstention ou par de la distance de plus en plus fréquente au vote, et chez certains par du vote, mais du vote triste, du vote désinvesti politiquement ou désenchanté, eh bien ça s'explique notamment par un facteur générationnel sur lequel on va revenir assez longuement parce que c'est aujourd'hui le déterminant le plus fort de la participation et de l'abstention. Ce facteur générationnel recouvre le fait que les personnes d'un certain âge votent, certains et certaines évidemment pour des raisons politiques, mais une partie d'entre elles continuent de voter tout en étant désenchantées, parfois en l'étant autant que les jeunes par ailleurs, mais continuent de voter par devoir, par volonté de continuer à jouer le jeu ouvertement de la démocratie électorale représentative, par comparaison avec ce qui se fait dans d'autres pays aussi, où le suffrage universel n'est pas établi ou biaisé. Et ça, c'est un facteur de participation qui produit à la fois du vote triste, en partie, mais qui explique le différentiel de participation extrêmement fort qu'on enregistre entre les catégories de la population à partir de 50 ans et les plus jeunes, notamment jusqu'à 30 ans et 30 ans passés. Aujourd'hui, je vais vous donner des chiffres alors qui sont très solides, qui reposent sur l'analyse par l'INSEE de la séquence électorale précédente de 2017, parce qu'ils sont très parlants et que ça nous permet aussi de replacer ce qu'on est en train de vivre en 2022 dans un cadre qu'on comprend mieux. En 2017, le taux de participation à la présidentielle des 18-24 ans était de 71%. Le taux de participation des 25-29 ans était de 66%. Les 25-29 ans constituent la catégorie qui, en France, vote le moins, quel que soit le scrutin, et ça se vérifie aussi pour la présidentielle. Ces deux catégories d'âge-là, qui votent en gros de façon, avec 20 points de moins de participation que la catégorie d'âge qui vote le plus, qui est celle des 65-69 ans. Donc, à la présidentielle, 20 points de moins de participation pour ces jeunes de 18 à 30 ans par comparaison avec les 65-69 ans. Ces jeunes-là, aux législatives de 2017, les deux catégories d'âge ont voté à 27%. 27%. Et là, l'écart de participation avec les 65-69 ans est de 37 points. Donc l'écart augmente. Quand l'abstention augmente, l'écart de participation augmente. Et pourquoi je vous parle de ces très fortes différences de participation électorale entre les catégories d'âge, différences qui s'accentuent avec le niveau d'abstention? Eh bien, parce que ces différences atteignent tous les scrutins, s'amplifient avec le temps et affectent y compris la présidentielle. En 2007, qui est l'élection pour nous de référence quand on travaille sur la participation, parce que c'est une élection au cours de laquelle le taux de participation a été extrêmement élevé, eh bien, les inégalités de participation, notamment liées à l'âge, étaient très faibles.
Et pas seulement lié à l'âge, parce que le problème de l'abstention élevée, c'est que les chiffres globaux, les chiffres agrégés dissimulent de fortes inégalités de participation entre catégories d'âge, mais pas seulement, entre catégories sociales, bien évidemment, et entre catégories de la population, entre catégories de diplômes. Hein, disons, ceux qui jouent les facteurs les plus importants, qui continuent de jouer très fort et qui jouent pour la présidentielle, et ça s'amplifie de façon continue depuis 2007, sont d'une part l'âge, d'autre part la catégorie socio-professionnelle, et puis on peut étendre et détailler, le niveau de patrimoine joue aussi, enfin tout joue dans le même sens et ça marche à tous les coups, et puis le niveau de diplôme. Mais l'écart de participation, y compris pour la présidentielle, a doublé entre 2007 et 2017 pour l'âge. Il a doublé. Il a doublé et il est de 18 points pour la présidentielle. Entre ceux qui votent le moins, donc les 24-29 ans, les 25-29 ans, et ceux qui votent le plus, les 65-69 ans. Il a doublé entre 2007 et 2017, y compris pour la présidentielle. Il est de 20 points, alors qu'il est stable pour les législatives, parce que déjà en 2007, il était très élevé, donc il est autour de 35 points, mais sans augmentation notable, parce qu'il y a déjà un écart extrêmement élevé. Cet écart a doublé aussi depuis 2007, donc en une décennie. Cet écart a doublé aussi quand on compare les catégories en termes de CSP ou de niveau de diplôme, mais il est moins élevé. L'écart, il est de 10 points quand on compare la participation des ouvriers et des cadres, en prenant des grosses catégories, entre 2007 et 2017. Donc cet écart a doublé, mais il est de 10 points, donc il est moins important que l'écart lié à l'âge. Et il est de 6 points pour le niveau de diplôme. Et là aussi, il a doublé depuis 2007, même s'il est moins important que les deux éléments précédents. Tout ça pour vous dire que le problème posé par l'abstention à notre démocratie est un problème, n'est pas un problème moral, hein. En tout cas pour les chercheurs, c'est pas un problème moral, c'est un problème lié aux inégalités que ça recouvre dans la capacité à faire entendre sa voix et donc à peser indirectement en tout cas, sur la décision politique entre les différentes catégories de la population. Et j'ai envie de dire que les données de la présidentielle 2022, qui sont parcellaires, encore une fois, il faut attendre l'automne pour travailler sur les données INSEE, elles sont parcellaires, mais elles sont néanmoins très parlantes. Quand on compare les taux de participation, donc à Vaux-en-Velin, je citais tout à l'heure Vaux-en-Velin ou à Roubaix, on a 12 points d'écart dans ces deux villes pour la participation au premier tour et 20 points au deuxième tour par rapport à la moyenne nationale. Et puis pour regarder autour de nous là, quand on regarde la participation dans le 19e arrondissement de Paris, on a un écart qui est aussi élevé, aussi bien à la moyenne parisienne. Hein, on vote plus à Paris que dans les villes que je viens de citer, évidemment, parce que tout simplement, la sociologie de Paris est beaucoup plus favorisée. Mais à Paris même, évidemment, les moyennes dissimulent de très fortes inégalités. L'abstention a été au premier tour à Paris de 26%. Elle n'a été que de 27% dans le 19e. Au deuxième tour, en revanche, elle a été de 21% à Paris globalement et elle a été de 33% dans le 19e, sachant que dans le 7e, pour prendre l'arrondissement où on a le plus voté, l'abstention a été de 18% au premier tour et de 20% au deuxième tour. Donc là, vous voyez, entre le 19e au deuxième tour et le 7e, il y a 13 points d'écart de participation, et ça recouvre des différences qui se cumulent au niveau individuel. C'est aussi pour ça qu'on vote, quand on vote très peu, c'est dans les quartiers populaires des grandes villes qu'on vote le moins, mais c'est comme dans le 19e, où on cumule la jeunesse de la population. On est plus jeune dans le 19e que dans le 7e. Le niveau de diplôme qui est moins élevé qu'au niveau de Paris tout entier, et les CSP qui ne sont pas les mêmes.
Et quel que soit l'indicateur qu'on prend, ça marche. Le niveau de chômage des jeunes, qui est très élevé, j'insiste là-dessus, parce qu'on a beaucoup entendu avant, lors de la campagne, dire que voilà, le niveau de chômage en France avait baissé, ce qui est indéniable. Mais on a quand même en France un taux de chômage des jeunes très important. Par comparaison notamment avec d'autres pays européens, et dans certains quartiers populaires, ce taux de chômage il continue d'être proche des 40%. Donc vous voyez bien que ça peut voilà, produire des effets, puisque ça fait partie, évidemment, les situations sociales font partie des déterminants importants de la participation ou de la distance au vote. Alors, j'en viens aux différents facteurs, justement, explicatifs des niveaux de participation. J'ai commencé à le faire, mais j'insiste sur l'aspect multifactoriel de l'abstention et de la participation, aussi dans une perspective, je ne développerai pas là parce que je sais que des questions me seront posées, dans une perspective de lutte contre l'abstention. C'est très important de comprendre que l'abstention est multifactorielle, parce que c'est aussi une manière de dire il y a plein de leviers possibles. C'est multifactoriel avec des facteurs qui sont des facteurs de temps long, de temps très court, et des facteurs sociaux et des facteurs politiques, j'ai envie de dire. Évidemment, on ne résoudra pas le problème de l'abstention, parce que j'assume le fait de considérer que c'est un problème pour notre démocratie. On pourrait y revenir si vous voulez. On ne réglera pas le problème de l'abstention d'une baguette magique avec une mesure. Bien évidemment. Le simple fait de dire qu'il y a des déterminants sociaux de l'abstention, c'est une manière de dire ça aussi. C'est une manière de dire que, évidemment, le chômage, évidemment, la crise, évidemment, la restructuration du monde du travail a des effets sur le niveau de participation. Et là, je suis restée à des niveaux très agrégés. Mais quand je vous parlais du chômage, par exemple, ou quand je vous parlais des facteurs sociaux, mais on a fait des études très poussées grâce à l'enquête de l'INSEE qui montrent que, par exemple, au sein même du monde ouvrier, il y a une très grosse différence de participation entre les ouvriers qualifiés et ceux qui ne le sont pas, entre les ouvriers des services, et notamment des services à la personne, les services des services à la personne, le secteur tertiaire des services à la personne est un secteur où le taux de participation fait partie des plus bas des milieux populaires. Donc quand on a des enquêtes qui nous permettent de rentrer très finement dans les conditions de travail, dans les conditions du monde ouvrier, on s'aperçoit qu'il y a un lien quasi mécanique entre les conditions plus ou moins difficiles et la distance aux institutions, et notamment et partiellement la distance au vote. Et en tout cas, ça joue très fortement pour les élections en dehors de la présidentielle, qui a la capacité, encore une fois, il faut garder ça en tête, de diminuer les inégalités. Dire que la présidentielle continue de mobiliser massivement, c'est dire quand même que seule la présidentielle est capable de faire voter les gens qui sont très loin des élections, des institutions, des urnes, et y compris ceux qui sont les plus en difficulté, y compris les populations qui sont en situation de précarité, lorsqu'elles sont en situation d'inscription qui leur permet de voter. Et ça, on pourra y revenir. Le fait que la campagne de la présidentielle puisse faire voter au dernier moment, ça a un effet évidemment qu'à la condition que les gens soient en situation de voter facilement à côté de chez eux. C'est la raison pour laquelle, parmi les facteurs de l'abstention, évidemment, ce n'est pas le facteur principal, mais c'est un des facteurs quand même, figure des facteurs institutionnels, dont notamment la question de la procédure d'inscription sur les listes électorales. Donc j'ai parlé des facteurs sociaux. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? 5 minutes? Oui. 5 minutes, je prends alors. Donc, les facteurs sociaux, on en a parlé. Pourquoi ça joue aussi? Parce que la politisation des citoyens, le niveau de politisation est aussi assez directement aujourd'hui fonction des caractéristiques sociales. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, puisque nous avons dans notre histoire encore récente, connu une implantation des partis politiques qui était suffisamment forte pour produire de la politisation, y compris dans les milieux populaires, y compris dans les milieux moins diplômés qui sont les plus loin de la politique au quotidien. Ce qui fait que la prédisposition à l'abstention liée à
des situations sociales était en partie compensée, ou l'a été en partie dans notre histoire politique, quand les partis, quand quand certains partis politiques dessinaient des environnements du quotidien, là où on habite ou là où on travaille, compensant en partie les prédispositions sociales à l'abstention. On a eu en France, pendant longtemps, jusqu'à peu près le milieu des années 80, des milieux populaires qui votaient beaucoup, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Et pourquoi? Parce qu'on avait aussi des partis politiques qui étaient très implantés dans les lieux du travail ouvrier, mais aussi dans les quartiers populaires, et qui étaient très articulés au mode de sociabilité quotidienne, à la vie associative non directement politique. Et il ne faut pas s'imaginer que dans les années 70, les gens étaient très politisés. C'est pas vrai. Ils n'étaient pas très politisés. Simplement, il y avait une articulation très forte, au sens où ils n'avaient pas une compétence politique très technique, mais il y avait une articulation très forte entre les lieux de la sociabilité populaire et puis les différents types d'associations, y compris des associations liées aux mairies, notamment à la vie publique locale, et par cette articulation, se produisait une forme de politisation à minima qui était quand même suffisante pour produire une très forte participation le jour du vote, et puis qui outillait en quelques repères politiques et qui alimentait des identités politiques. On peut se sentir proche d'un parti ou on peut se sentir de droite ou de gauche en France. Jusqu'à très récemment, c'est encore le cas, mais aujourd'hui sur une toute petite partie de la population, sans être très politisé. Et ça peut être très fort. Et ce qui nous permet aussi de le mesurer, c'est intéressant de regarder ça, c'est toutes les enquêtes qui ont lieu auprès des enfants, des petits-enfants, qui montrent que l'identification à un camp, à la droite ou à la gauche, se fait presque avant de savoir ce qu'on associe à la droite et à la gauche, sous le forme de j'aime, j'aime pas. C'est très tôt. Et ça, on a des enquêtes qui ont encore été menées jusqu'au début des années 2000, qui nous montrent que ça fonctionne encore. Il y a un très fort attachement à des identités politiques qui sont pas, sur lesquelles on ne raisonne pas, mais qui produisent de l'attachement de type affectif, et qui nous dit aussi un état de notre histoire politique. Alors, vous dire ça, c'est aussi vous dire qu'il y a des facteurs environnementaux, politiques environnementaux, qui expliquent l'abstention et la participation, puisque ça explique dans les deux sens. La déstructuration de nos partis politiques a clairement pour effet d'alimenter l'abstention. Puisque les partis ne jouent plus ce rôle de compensation qu'ils ont longtemps joué dans les milieux populaires, compensation de la distance aux institutions, d'un intérêt moins fort pour les questions politiques s'il n'est pas alimenté tout simplement par les partis. Aujourd'hui, cette très faible présence sur le terrain a des répercussions extrêmement fortes, parce que c'est tellement important que, par exemple, en France, un parti politique qui envisagerait de faire une campagne de porte-à-porte systématique pour changer le niveau de participation, on sait que ça marche. On sait que ça marche, le porte-à-porte. On sait que les interactions en face-à-face, ça fonctionne, y compris quand c'est des interactions un peu de dernier moment, un peu conjoncturelles. Mais il n'y a pas les forces en France pour faire une campagne de porte-à-porte qui change la donne en matière de participation, sauf sur des micro-territoires. Quand l'abstention est très très élevée et qu'on a un candidat qui est capable sur une élection locale de mobiliser vraiment des quartiers entiers avec des relais, des micro-territoires, ça peut produire des effets, y compris de résultats. Ça peut changer les rapports de force politique et produire des résultats. Mais à l'échelle nationale, c'est plus possible aujourd'hui, c'est plus réaliste aujourd'hui de penser qu'une campagne de porte-à-porte peut produire des effets importants, massifs de participation, suffisamment forts pour changer la donne en matière de résultats. J'anticipe un petit peu ce qu'un public peut-être connaisseur de la vie politique peut avoir en tête en la matière. Donc, il y a des facteurs politiques qui, évidemment, expliquent les niveaux de participation, et c'est des facteurs, voilà, là j'en ai évoqué plusieurs. Il y a
j'ai commencé par parler aussi du désenchantement qui finalement, évidemment, le scepticisme, le désenchantement, l'expérience des alternances politiques successives qui n'ont pas forcément changé les modes de vie, tout ça, ça alimente le désenchantement. Et aujourd'hui, c'est le fond à partir duquel voilà, se joue la participation. Donc, ce n'est pas très propice à la participation. Mais là-dessus, il peut y avoir d'autres facteurs politiques plus conjoncturels. Une campagne qui dramatise, et il n'y a rien de moral là-dedans, hein, une campagne, ça dramatise. C'est le rôle d'une campagne électorale que de montrer qu'il y a un enjeu, qu'il y a évidemment des candidats qui ne s'équivalent pas, que les candidats sont pas les mêmes, que plus ils sont porteurs de projets de société distincts et montrés comme tels, plus ça fait voter, ou plus ça donne envie de voter, plus ça donne un sens au vote. En gros, aujourd'hui, les jeunes notamment, je vous ai dit que ce n'était pas le cas pour les personnes plus âgées, mais les jeunes ne votent que s'ils comprennent à quoi ça sert, que si ils y voient l'intérêt. Ils nous le disent, ils ne sont pas désintéressés par la politique, y compris institutionnelle. Toutes les enquêtes que font nos associations de jeunesse nationale montrent la même chose. Il y a une demande des jeunes de davantage de compréhension du jeu politique institutionnel. L'école n'outille pas assez les jeunes en clé de compréhension de la vie politique, y compris institutionnelle, de telle sorte que la plupart sont perdus, sauf quand ils sont dans des familles, quand ils sont issus de familles politisées. Ça, c'est le facteur le plus fort de politisation, c'est la transmission de l'intérêt politique à l'intérieur des familles. Mais aujourd'hui, comme il n'y a plus de partis politiques pour compenser l'absence de politisation familiale et que l'école ne joue pas de rôle, ou si peu, là aussi on peut en reparler, en matière de politisation ou de socialisation politique, on est face à des inégalités de prédisposition au vote, dont on ne voit pas comment, si on n'agit pas de façon un peu dynamique, elle pourrait se résorber. Et j'ai envie de dire, je vous disais tout à l'heure qu'il y a un facteur générationnel, j'ai envie de dire, on n'a pas fini de voir l'abstention augmenter si vraiment le facteur générationnel se confirme. Parce que, évidemment, les jeunes qui ne commencent pas à voter maintenant, ou qui votent très peu, risquent de ne pas s'y mettre, contrairement aux générations précédentes. Et ça risque de donner des quinquagénaires qui voteront beaucoup moins que ceux d'aujourd'hui. D'autant plus que, ça désenchante un peu, mais je vous le dis quand même, on estime aujourd'hui qu'un tiers de la participation électorale s'explique par l'habitude. L'habitude. On y va parce que finalement, on n'a plus trop à y penser, on y va, ça devient presque un mécanisme. Alors c'est assez désenchanteur s'il y a des militants parmi vous, je pense qu'il y en a, mais en même temps c'est la réalité et ça incite à regarder de près ce qui se passe du côté de la jeunesse, parce que c'est évidemment en alimentant les votes des jeunes au tout début de leur carrière citoyenne, j'ai envie de dire, qu'on se donne les moyens peut-être de produire de la participation plus régulière plus tard. Si les jeunes ne commencent pas à voter, ils ne s'y mettront pas forcément à un autre moment, d'où l'intérêt de tous les débats autour de l'âge légal du vote. Et enfin, dernier élément, et je finirai là-dessus, je pense que je vais être relancée parce que c'est un sujet sur lequel j'insiste régulièrement. Il y a des facteurs institutionnels, des facteurs procéduraux qui expliquent les niveaux de participation plus ou moins forts. J'ai évoqué la question de l'inscription. On a un vrai problème en France. On est l'une des seules démocraties au monde avec les États-Unis qui impose une procédure d'inscription aussi contraignante. Ça pouvait se justifier historiquement. Aujourd'hui, ça ne se justifie pas. Et au regard des taux d'abstention qu'on enregistre pour les élections intermédiaires, il faudrait vraiment poser la question de réformer cette procédure d'inscription. Elle a été réformée à la marge récemment, mais ça ne suffit pas. On pourra y revenir. Il y a des solutions très simples qui ne sont pas coûteuses. Donc voilà, quand il y a des réformes simples et qui ne coûtent pas, il y a un moment où il faut passer le cap. Donc il y a la question des conditions d'inscription. Il faut savoir
que à minima 7 millions de personnes aujourd'hui sont en situation de malinscription. Là encore, on est en train de travailler sur la mesure précise de la malinscription avec l'INSEE. On en saura plus dans quelques semaines, mais il y a toutes les chances de penser qu'on sera sur un niveau de malinscription plus important qu'en 2017 pour plein de raisons qu'on pourra évoquer. Or, les malinscrits s'abstiennent 3 fois plus que ceux qui peuvent voter à côté de chez eux. Donc là, c'est clair. Or, évidemment, les catégories qui votent le moins sont les plus malinscrites, les 25-29 ans, dont on a vu qu'elles s'étaient le plus abstenues, notamment à la présidentielle de 2017, étaient malinscrites à 40% en 2017. 40% des 25-29 ans n'étaient pas inscrits là où ils résidaient pour l'élection présidentielle de 2017. Et là, je ne vous parle pas d'un sondage, je vous parle d'une étude qu'on a menée avec l'INSEE, où on a, pour la première fois en 2017, construit un indicateur de malinscription en comparant les données du recensement, donc la déclaration de domicile du recensement, et les données des bureaux de vote des personnes de l'échantillon représentatif. Et puis évidemment, et j'en finirai par là, les procédures électorales, ce n'est pas seulement l'inscription, c'est aussi les modalités de vote. On est en France l'une des seules démocraties aujourd'hui à n'avoir pas saisi l'occasion de la Covid, de la crise sanitaire, pour accélérer la réforme, la modernisation des modalités de vote. Et notamment, on a rejeté la possibilité de réactiver le vote par correspondance en France. Il faut savoir que là encore, on est un des seuls grands pays à résister à la réactivation d'une possibilité de vote à distance, dont le vote par correspondance est la forme la plus classique, la plus traditionnelle. J'en profite pour préciser qu'une partie de nos concitoyens votent par correspondance, votent à distance. Il s'agit d'une part des Français de l'étranger, qui sont les seuls à bénéficier de ce privilège, donc, et depuis plusieurs années, et apparemment, il n'est pas du tout question d'arrêter. Et puis, 2019, les détenus en France votent par correspondance avec des résultats en matière de participation extrêmement intéressants, puisque pour cette présidentielle, les détenus français ont voté de façon supérieure à la moyenne nationale. Et c'était encore plus impressionnant aux européennes lors de leur premier vote, puisque les détenus français ont voté à plus de 80% aux élections européennes de 2019, alors que voilà, c'était quand même l'élection intermédiaire la plus, où la participation a été la plus forte, mais on était quand même qu'à 50% de participation au niveau national aux européennes de 2019, 80% chez les détenus. Donc là, je reviendrai aussi parce que si vous avez voilà, une idée de la sociologie des détenus, c'est quand même de la population très jeune, très peu diplômée, très fragile économiquement. Donc voilà, ça fait partie des populations très très intéressantes à regarder du point de vue du comportement citoyen depuis cette possibilité qui leur est laissée de voter par correspondance. Je crois que j'ai assez parlé. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci beaucoup. Alors, plein de choses. Il nous faudrait 2 heures de plus, je crois, mais bon, on ne les a pas. Peut-être première question un peu débutante, enfin béotien. Vous avez beaucoup parlé des mal inscrits. Mais qu'en est-il des non-inscrits? Est-ce qu'il y a une part de la population qui n'est tout simplement pas du tout inscrite sur les listes électorales et qui serait à ce moment-là, cette population totalement en rupture dont vous parliez tout à l'heure? Alors, 5%. 5%. Aujourd'hui, 5% de la population n'est pas du tout inscrite sur les listes électorales. Il y a eu une évolution récente très forte du fait de la mise en place du répertoire électoral unique qui est maintenant opérationnel et qui a réduit mécaniquement la non-inscription. Et il y avait eu une première étape qui avait contribué à réduire très fortement la non-inscription. Ça avait été en 1997 la procédure d'inscription d'office des jeunes lors de leur 18e anniversaire qui avait été mise en place pour stopper l'évaporation des jeunes des listes. Les jeunes ne commençaient à ne plus du tout s'inscrire sur les listes électorales. Et donc, à la fin des années 90, il y a une réforme qui les inscrit d'office l'année de leur 18e anniversaire et qui produit mécaniquement
de l'inscription. Le problème, donc aujourd'hui, le problème de la non-inscription, il est presque résolu, j'ai envie de dire, hein, puisque quand on atteint 5% de non-inscrits, alors il faudrait évidemment regarder dans le détail, parce que c'est pas n'importe qui ces 5%. Mais globalement, quand même, il y a une réduction de la non-inscription. Et puis, récemment, donc, avec la mise en place du répertoire électoral unique, on a aussi introduit l'inscription d'office des Français par acquisition, qui était aussi là une population particulièrement non inscrite jusqu'à cette réforme. Et donc, ça a conduit à réduire vraiment la proportion de non-inscrits. Le problème, c'est qu'on réduit mécaniquement la non-inscription. Donc, d'un côté, ça alimente mécaniquement l'abstention d'une partie de la population, voilà, qu'on va retrouver parmi ces gens qui ne votent jamais, mais surtout, ça l'alimente parce que ça crée de la mal-inscription quelques années plus tard. En fait, dès lors qu'on inscrit mécaniquement des gens à 18 ans ou une fois qu'ils ont la nationalité française, mais qu'ensuite on ne les réinscrit pas à chaque fois qu'ils déménagent, les gens ne savent pas qu'il faut s'inscrire. D'ailleurs, les gens en France ne savent pas ce que ça veut dire quand on leur dit inscrivez-vous, ils ne savent pas. Et y compris dans des milieux qui peuvent être assez politisés. Parce que c'est une démarche administrative qui a lieu trop en avant du scrutin, même si la réforme a rapproché de la date du scrutin. Mais comme il n'y a pas de tradition de campagne en faveur de l'inscription en France, ça reste complètement déconnecté d'enjeux politiques. Les gens ne comprennent pas trop et ça produit de l'abstention. Donc là, il y a moins de non-inscrits. Mais on a créé un problème qui est celui de la malinscription. Donc maintenant, il faut résoudre le problème de la malinscription. Globalement, on aurait quand même mieux fait de procéder à une réforme d'ampleur de l'inscription qui consisterait à supprimer l'inscription volontaire en France. Le problème, c'est que dans notre code électoral, l'inscription est à la fois volontaire et obligatoire. On a des termes qui relèvent d'injonctions contradictoires. Hein. Ce n'est pas le seul endroit dans notre droit français qu'on a des injonctions contradictoires dans les textes. Mais voilà, nos élus, nos parlementaires ont l'air très attachés, plus attachés que les parlementaires d'autres grandes démocraties, au caractère volontaire de l'inscription. Il suffirait quand même de demander à chaque fois qu'on déménage voilà, de décocher une case si on ne veut pas être inscrit sur les listes électorales, et on cocherait à la fois la case maintien de la volonté de s'inscrire et la case on permet aux gens qui ne sont pas très politisés d'être mobilisés, y compris la veille du vote s'ils le veulent. Là, si certains d'entre vous étaient sur des bureaux de vote les jours d'élection, vous avez vu comme moi des jeunes arriver sur un bureau de vote parce qu'ils habitent juste à côté et découvrir qu'ils n'étaient pas inscrits sur les listes électorales. Et évidemment, c'est un classique quand on travaille sur ces questions-là. Ils arrivent et ils disent « mais j'ai entendu ce matin à la radio qu'on n'avait pas besoin de notre carte électorale ». Et ils confondent carte électorale et procédure d'inscription. Ce qui est un classique. Donc ça, on a un vrai problème. La non-inscription est en grande partie réglée, mais on produit de la mal-inscription à cause de la même procédure. Merci. Alors, on parle beaucoup de l'abstention en France, on parle un peu moins du vote blanc, qui est pourtant un phénomène aussi important. Alors, est-ce que selon vous, la prise en compte du vote blanc permettrait d'enrayer notamment le phénomène de l'abstention? On va peut-être commencer à parler un peu des leviers éventuellement. Donc, premier levier éventuel, est-ce que cette prise en compte du vote blanc serait pour vous une bonne solution? Alors, d'abord, oui, le vote blanc est important, mais il est quand même moins important, hein, on a parlé de chiffres tout à l'heure, que l'abstention. Hein, il faut quand même remettre les choses à leur place. Donc, l'ampleur n'est pas du tout la même, et surtout la sociologie du vote blanc n'est pas du tout celle de l'abstention. Alors évidemment, c'est la sociologie telle que le vote blanc est aujourd'hui comptabilisé, organisé. On peut très bien imaginer que si le vote blanc était pris en compte dans les suffrages exprimés, alors plus de citoyens peut-être utiliseraient le vote blanc pour s'exprimer. Moi, à titre personnel, j'en suis pas complètement convaincue, tout simplement parce que la sociologie est vraiment très différente. Du côté de l'abstention, j'ai insisté sur les facteurs sociaux, les déterminants sociaux. Du côté du vote blanc, on est face à une sociologie de gens diplômés,
politisés, qui expriment un point de vue politique, notamment un rejet de l'offre existante en votant blanc, et d'ailleurs souvent en votant nul plutôt, hein, parce que c'est paradoxal dans notre droit, mais ce sont les votes nuls qui sont le plus expressifs politiquement, hein, puisque sont considérés comme nuls tous les bulletins annotés. Notamment avec plein de messages politiques. Il y a eu un beau papier du Monde, d'ailleurs, qui est paru voilà, avec quelques bulletins nuls et des exemples, hein, de ce qu'on peut trouver comme message politique sur des bulletins nuls. Et puis, on a un chercheur qui s'appelle Jérémy Moellec qui a fait sa thèse sur le vote blanc et nul, et qui voilà, sur toute l'histoire des votes blancs et nuls, parce que c'est aussi les seuls. Paradoxalement, c'est aussi les seuls qui sont conservés dans nos archives. C'est dire un peu voilà, ils sont nuls, et en même temps, on les garde précieusement. On en garde la trace, donc les historiens peuvent bosser sur les votes nuls, alors qu'ils peuvent difficilement travailler sur les abstentionnistes, voyez. Mais donc, le vote nul et le vote blanc est plus expressif que l'abstention. Donc ça me permet de vous dire que lorsque vous avez repris cette expression de premier parti de France pour l'abstention, je sais qu'elle est utilisée. Il faut faire attention, parce que si derrière cette expression, on a l'air de considérer que les abstentionnistes forment un tout qui envoie un message unique, on est très très loin de ce qu'est la réalité de l'abstention, qui est très variée dans ses facteurs, mais du coup aussi dans ce qui peut motiver et dans sa sociologie. Et c'est loin de constituer un parti, l'abstention. L'abstention, c'est souvent, j'ai essayé de le dire, mais c'est souvent de la distance. Et la distance, parfois, ça me paraît important de rappeler qu'on ne décide pas de s'abstenir. Hein, contrairement à ce que parfois les journalistes me font dire, mais c'est pas moi qui le dis en fait, ils déforment mes propos. La plupart, enfin la majorité des abstentionnistes ne décident pas de s'abstenir. Les abstentionnistes qui sont des abstentionnistes politisés, bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'on a des étudiants, des gens très diplômés, etc., qui décident voilà, ils vont faire parler politiquement leur abstention, qui d'ailleurs appellent à l'abstention, qui lui donnent un sens politique. Et j'ai envie de vous dire, les abstentionnistes qui répondent aux sondeurs contribuent à biaiser la compréhension qu'on a de l'abstention, parce que par définition, ils ne sont pas représentatifs des abstentionnistes. Ils sont forcément plus politisés que les abstentionnistes, que la majorité des abstentionnistes, parce qu'ils répondent aux sondeurs. En réalité, l'abstention, souvent, ça renvoie au fait de ne pas être, d'être à l'écart, d'être loin. Et c'est pas du tout caricatural quand on dit que pour une élection comme une régionale ou une départementale, dans certains quartiers populaires sur lesquels moi je travaille, parce que quand on travaille sur l'abstention, on travaille forcément dans les quartiers où on s'abstient le plus pour essayer de comprendre ce que ça recouvre, eh bien c'est pas du tout caricatural de dire que les gens ne savent pas qu'il y a un scrutin. Vous croisez les gens le dimanche, ils vont chercher leur pain à la boulangerie, ils ne savent pas qu'il y a une élection. Ils sont tellement loin que voilà, on n'en parle pas autour d'eux, et ils n'en entendent pas parler, et voilà, ils ne savent pas. Et quand on ne sait pas, on ne décide pas de ne pas y aller. Alors évidemment, quand un sondeur vient vous demander, ou quand un enquêteur vient vous demander, mais il y a un scrutin aujourd'hui, pourquoi vous n'y allez pas? C'est plus facile de dire la politique, j'y crois pas, ils sont tous pareils, c'est toujours les mêmes. Et ils peuvent le penser sincèrement, mais ce que je veux dire, c'est que ça mange pas de pain de dire ça, de la même façon que ça ne mange pas de pain de déclarer qu'on est engagé dans une association, puisque pour le vote, moi je suis une spécialiste du vote, j'ai la chance de disposer d'une objectivation des comportements par les listes d'émargement. Pour tous les autres répertoires de prise de parole politique, on n'a pas l'équivalent des listes d'émargement. On ne fonctionne qu'à partir d'enquêtes déclarées, de déclarations d'individus. Or, on a quand même une norme civique qui pèse, qui continue de peser, y compris chez les jeunes, et qui va inciter à déclarer, voilà, à faire plaisir à celui qui vous enquête, qui vous pose des questions, pardon, à déclarer, voilà, je fais telle ou telle chose. Il faut faire très très attention, parce que pour les formes d'engagement et pour les formes de participation, voilà, on a des données chiffrées d'un côté, du côté du vote, qui sont des données solides, qui sont les données enregistrées sur les listes d'émargement, qui objectivent les comportements. On sait qui vote, qui ne vote pas. On n'a pas l'équivalent pour les autres. Excusez-moi, je m'éloigne pas mal dans mes réponses. Mais... Non, pas de problème. Mais,
on va continuer un peu sur les leviers. Alors, il y a deux mesures dont on entend souvent parler. Alors, premièrement, qu'est-ce que vous en pensez du vote obligatoire? Est-ce que ce ne serait pas un peu antidémocratique, paradoxalement? Deuxième, comme ça je vous pose toutes les questions en même temps et puis je vous laisse vous débrouiller après. Deuxième levier possible, l'abaissement de l'âge du vote pour que les jeunes votent à partir de 16 ans et qu'ils soient donc, pour la plupart d'entre eux, encore scolarisés et donc sociabilisés à l'école, à la politique en fait. Voilà. Ces deux leviers-là, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vote obligatoire, à titre personnel, parce que là, c'est vraiment une position personnelle, je n'y suis pas favorable. Parce que de la même façon que je vous parlais du vote triste tout à l'heure, je pense qu'on peut avoir une plus grande ambition pour notre démocratie que de produire du vote triste. Eh bien, on peut avoir aussi comme autre ambition pour notre démocratie que de faire voter les gens de façon contrainte. D'autant qu'on sait que ça marche très bien, la contrainte, mais ça ne marche que si c'est sanctionné véritablement et que ça ne sera pas une manière de réconcilier les gens avec les institutions et avec le système politique que les obliger à voter. Donc il faut savoir ce qu'on cherche. Le vote, ça n'est qu'un outil dans notre démocratie. Ce qui est important, c'est que les gens aient des liens avec les institutions, qui se retrouvent, qui participent de la décision, qui soient le plus nombreux possible, le plus varié possible dans leurs caractéristiques sociales à participer. Et donc, obliger les gens à voter, c'est le meilleur moyen d'enregistrer du vote désinvesti politiquement et désenchanté, et aussi d'alimenter une forme de colère à l'égard de l'État gendarme. Enfin, ça serait quand même, je sais bien que c'est le ministère de l'Intérieur qui gère le vote, mais ça me paraîtrait franchement anticiper en tout cas, parce qu'on a tellement peu réformé nos institutions et notre démocratie représentative qu'il y a d'abord des réformes à essayer pour essayer de rapprocher les gens des institutions et du système politique. Il faut que le monde des professionnels de la politique évolue, que les candidats, les élus changent, bien sûr, dans leur pratique politique, mais il y a aussi tout un tas de mesures à prendre. Ce qui est intéressant dans le vote obligatoire, c'est que ça oblige les candidats à s'adresser de la même façon à toutes les catégories de la population. Alors que le risque là, auquel on n'échappe pas en France, c'est que comme on a des groupes qui votent de moins en moins, et notamment comme les jeunes votent de moins en moins, on a des candidats qui, évidemment, c'est tout à fait logique, s'adressent en priorité à ceux grâce à qui ils sont élus, et donc qui, dans leur programme et aussi dans les politiques publiques qui sont mises en œuvre, ont tendance à prioriser, évidemment, les intérêts, quand ils sont évidents, des catégories qui les élisent. Et donc, quand on a des catégories entières qui votent de moins en moins, ça conduit, ça a des effets sur les politiques publiques. Donc le seul intérêt immédiat du vote obligatoire, c'est que, évidemment, vous vous adressez de la même façon à un jeune de 18 ans, de 23 ans et à quelqu'un de 65 ans, parce que vous savez que tous vont aller voter. Mais j'ai envie de croire qu'on peut essayer d'autres choses, puisque jusque-là, on n'a pas essayé. Donc la réforme des procédures électorales, il y a l'école. Alors, merci de cette question de l'abaissement de l'âge électoral. Moi, je suis favorable aussi à l'abaissement de l'âge électoral à 16 ans. Alors, ça paraît paradoxal quand je vous ai donné les chiffres de la participation des plus jeunes. Mais en même temps, on remarque que dans les pays qui ont abaissé l'âge électoral à 16 ans, ça a été accompagné, et c'est la condition pour que ça ait un intérêt, ça a été accompagné par un grand débat national qui associait l'ensemble des forces politiques et qui a mené à une refonte du rôle de l'école dans la construction de la citoyenneté. Si on abaisse l'âge électoral à 16 ans et qu'on fait rien, on va juste enregistrer de l'abstention. Et puis si en plus on ne change pas le procédure d'inscription, on va enregistrer encore plus d'abstention dans quelques années parce qu'ils seront tous mal inscrits. Donc ça n'aura aucun sens. Ça n'a de sens que si c'est une occasion de repenser de façon concertée le rôle de l'école dans la construction de la citoyenneté. Je vous rappelle que l'école de la République
elle avait pour mission historique de construire la citoyenneté. Quand même, l'école en France, hein, c'était ça, c'était asseoir, consolider les républicains, alors que la République n'était pas très vaillante, jusque la Première Guerre mondiale notamment. Aujourd'hui, on fait de l'instruction morale, enfin, de l'éducation morale et civique, de façon pas tellement différente, j'ai envie de dire. Bon, je vais trop vite, donc s'il y a des profs parmi vous, je m'en excuse. Je caricature un peu, mais c'est un sujet qui me passionne complètement. On fait, dans la réalité de la pratique, on fait de l'éducation morale et civique d'une façon inadaptée à notre société. J'ai envie de dire que de la même façon qu'on a une procédure d'inscription complètement inadaptée à notre société de la mobilité, aujourd'hui, entre 2 présidentielles, il y a un tiers des inscrits qui déménagent. Donc, rien n'avoir changé aux procédures d'inscription, c'est donc garder des procédures qui sont désajustées. Et ben, c'est pareil pour l'école. C'est pareil pour l'école du point de vue de la fabrique de la citoyenneté. Le problème, c'est que quand on essaye, je pense que tout le monde en a conscience aujourd'hui, hein, les forces politiques en ont conscience. La difficulté, c'est qu'il y a un énorme tabou. Dès qu'on parle de toucher, d'interroger le rôle de l'école, moi j'ai proposé avec une équipe de chercheurs il y a quelques années, et j'étais soutenue par la mairie de Paris, de faire une expérimentation dans les lycées professionnels, de faire une expérimentation de vote à 16 ans dans les lycées professionnels à Paris, en organisant un vote dans le lycée après 3 séances de présentation des enjeux électoraux réels avec les lycéens. Ces présentations avaient lieu dans les lycées, mais animées par des associations. Enfin, c'était tout un dispositif intéressant pour essayer de montrer les effets que ça pourrait produire, à la condition d'accompagner la compréhension des enjeux politiques des jeunes. Parce que dire l'école a un rôle à jouer, c'est pas forcément dire les profs dans l'école, c'est le lieu école aussi, qui n'est pas seulement un lieu de formation académique et qui a l'avantage d'être partout sur le territoire et d'être un lieu repère pour tous les milieux, et qui est surtout le seul lieu susceptible d'impulser des réformes en profondeur, de lutte contre les inégalités. J'ai commencé par vous dire que le problème de l'abstention, c'était l'inégalité. Donc voilà, je ne vois pas comment on peut combattre l'abstention sans réformer l'école dans sa capacité, donc sans d'abord l'interroger, dans sa capacité à produire aujourd'hui de la citoyenneté. Et ça peut passer par un abaissement de l'âge électoral, parce que c'est vrai que de 16 à 18 ans, les jeunes sont tous sont plus scolarisés, et ils sont dans 2 environnements qui favorisent la transmission, l'école et la famille. Dans les 2 cas, on a même vu aux États-Unis, il y a une expérimentation qui s'appelle le Kids Voting, qui a été menée à grande échelle et qui a montré qu'il y avait même des effets sur la politisation des parents. Hein, c'est-à-dire que dans des familles très peu politisées, le fait que l'école prenne en charge de la délivrance de clés de compréhension des enjeux politiques réels. Donc ça suppose d'accorder le fait que l'école s'ouvre à l'extérieur, hein, pas reste refermée sur elle-même. Quand on joue le jeu, eh bien, ça produit des effets de politisation non seulement des enfants, mais aussi des parents des enfants dans les familles peu politisées. Donc ça, on sait que ça fonctionne. Merci. Alors, une dernière question, parce que le temps presse malheureusement, mais on pourra revenir après sur d'autres points. Quelle est selon vous la position du chercheur en période électorale comme ça? C'est une question traditionnelle chez Politeia. Alors, la position du chercheur, vous voyez, quand j'ai précisé que c'est à titre personnel, je prenais position, c'est sur les réformes, hein, de façon générale. Mais donc, je ne prends position dans l'espace public que sur des sujets que j'investis par ailleurs en tant que chercheur. Si je les investis, c'est parce que politiquement, elles m'interpellent. Même si dans la manière dont je l'investis, je prends soin de travailler. Alors, c'est même ce qui me plaît dans le travail sur la participation, sur des données objectivées, ce qui éloigne de moi la tentation de faire de la politique à la place de faire de la science
politique. Mais en tout cas, voilà, par les objets sur lesquels je travaille, je pense être une chercheure engagée dans la cité. Et engagée, ça veut dire que je milite en faveur des évolutions dont j'ai montré, des évolutions réelles dans le monde, dans notre monde institutionnel, dont j'ai montré par des travaux scientifiques qu'elles pouvaient produire des effets intéressants. Et par exemple, sur l'inscription, j'ai mené avec d'autres chercheurs une très grande expérimentation il y a quelques années, qui montre que lorsqu'on inscrit une expérimentation, un fil d'expérimentation, donc une expérimentation en vrai, qui montre que lorsqu'on accompagne les gens et qu'on les inscrit sur les listes électorales, donc qu'on les exonère du coût du déplacement ou du coût de la démarche numérique pour s'inscrire, même quand ils sont peu politisés, ils votent autant que ceux qui font le déplacement. Et donc, quand on réinscrit les gens sur les listes électorales, on lutte contre la malinscription. On ne produit pas du vote moins politisé, moins investi que lorsque voilà, on a l'inscription volontaire. Parce que derrière les résistances de nos parlementaires, je crois percevoir l'idée que être citoyen, ça se mérite, hein, et que finalement, pour avoir le droit de voter, il faut quand même être capable de donner 5 minutes de son temps pour descendre en bas de chez soi. Sauf qu'en réalité, on voit bien qu'avec la question de la malinscription, c'est pas toujours 5 minutes de son temps quand on n'est pas bien inscrit. Et évidemment, le coût de la participation, il est plus élevé quand on est moins politisé parce qu'on est moins dans les calendriers institutionnels, donc on comprend moins les procédures, on est moins en lien, voilà, on est moins incité. Et donc, quelque part, le refus de faciliter la participation a un fondement moral, j'ai l'impression, dans notre démocratie, que j'essaye de m'employer à fragiliser. Et là, j'y crois. Enfin, je dois dire que j'ai tellement été auditionnée par des élus. Il y a 2 temps dans les rapports entre science et politique, j'ai envie de dire, sur mes sujets. Il y a le temps où les élus ignorent complètement ce que vous faites. Donc ça, c'est un premier temps. Donc il faut commencer par essayer de les convaincre que non, c'est pas la condamnation des mairies que de dire qu'il y a de la malinscription. On ne dit pas que les gens font mal leur travail à la mairie. Donc il y a d'abord un problème. Voilà, il y a d'abord expliquer, bien expliquer, et faire en sorte que les enjeux soient pris en compte, nationalisés. Hein. Nous, on a été pris au sérieux avec Jean-Yves, avec qui je travaille sur ces questions-là, sur les questions d'inscription, qu'à partir du moment où on a quitté des terrains très précis pour fonder des indicateurs généraux au niveau national, pour travailler avec l'INSEE, etc. Là, vous commencez à être pris au sérieux. Et il y a le premier temps, donc alors là, depuis, on est auditionné systématiquement par les élus. Puis il y a le deuxième temps, donc qui est celui de voilà, ça fait 50 000 fois que je répète la même chose. Enfin, voilà, on a des travaux, ils montrent les choses, ils sont cohérents avec des travaux produits à l'étranger quand les situations sont similaires. Donc, voilà, du point de vue scientifique, il n'y a pas vraiment de questionnement. Et malgré ça, on passe pas le cap. Donc, évidemment, il y a des enjeux politiques qui expliquent les résistances, dont je n'ai pas du tout parlé, parce que l'abstention, la participation, en réalité, c'est lu au prisme de ce que ça pourrait changer en termes de rapport de pouvoir que de changer les règles du jeu. Et donc, les forces politiques y ont plus ou moins intérêt, les candidats y ont plus ou moins intérêt, ou pensent qu'ils y ont plus ou moins intérêt. Hein, parce qu'il y a les mêmes difficultés aux États-Unis, et il y a pas mal d'enquêtes qui ont montré qu'en réalité, c'est assez partagé. Hein, moi, je vois par exemple la malinscription. Quand on fait la sociologie de la malinscription, on s'aperçoit que la malinscription, ça touche par exemple beaucoup les étudiants et les jeunes cadres. C'est pas les mêmes. Voilà, c'est des catégories qui, a priori, politiquement, sont assez partagées aujourd'hui. Donc, en tout cas pour les jeunes cadres. Bon, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas. Voilà, c'est pas si évident que ça. Et les camps politiques que ça favoriserait, a priori, que de changer les règles du jeu et en facilitant très fortement la participation de ceux qui votent le moins aujourd'hui. Mais il y a des appréhensions de ça. Et c'est tout à fait logique quand on est élu
qu'on ait du mal à envisager l'idée de changer les règles du jeu qui ont mené à votre élection, sauf quand on est minoritaire, évidemment. Et y compris dans la majorité présidentielle actuelle, c'est pas n'importe quel élu qui sont favorables aux réformes électorales. Donc, il faut toujours lire ça au prisme des rapports de force politique. Là, moi, je veux croire que la période immédiatement, qui va suivre immédiatement les législatives sera une période favorable à un changement des règles du jeu. Parce que ce qui est sûr, c'est que c'est pas possible de changer les règles du jeu 6 mois avant ou même 10 mois avant une présidentielle. Parce que c'est vrai que ceux qui exercent le pouvoir peuvent se voir, enfin, eux, je pense qu'ils n'y ont pas forcément intérêt, mais ils pourraient aussi se voir accusés de tripatouiller, etc. Donc c'est beaucoup plus confortable et gage de succès que de faire une grosse réforme, par exemple des procédures électorales, juste après une séquence présidentielle législative. Donc j'y crois encore. Tout dépend qui gagne. Voilà, mais même, en fait, j'ai envie de dire que là, les niveaux d'abstention sont tellement élevés pour les élections intermédiaires et la sociologie des électorats est tellement différente de ce qu'elle était il y a quelques années, avec des électorats qui sont assez mouvants. Voilà, tout le monde, enfin, ça serait un moment assez adapté et avec des soutiens qui peuvent se trouver dans différents camps politiques. Très bien, merci infiniment Céline Braconnier pour cette conférence très intéressante. Merci beaucoup.